François Raté, médecin clinicien et professeur titulaire. Et puis, la présentation aujourd'hui qui va nous faire, c'est la réalité virtuelle, une modalité innovante au premier cycle à la Faculté de médecine de l'Université Laval, ses qualités, ses limites et ses défis d'implantation. Donc, on est vraiment chanceux de vous avoir. Le conférencier aujourd'hui, le docteur Raté, il est diplômé en médecine de famille de la Faculté de médecine de l'Université Laval en 1999. Il exerce ses fonctions cliniques à l'urgence du centre hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis, du CISSS de Chaudière-Appalaches. Donc, il est fortement impliqué en enseignement depuis le début de sa carrière. Il est professeur au département de médecine de famille et médecine d'urgence depuis 2009. Il est aussi passionné de la clinique. Il s'intéresse à la compréhension des processus cognitifs impliqués dans la résolution des problèmes médicaux. Co-concepteur des cours de démarche clinique du programme de doctorat en médecine de l'Université Laval, il a aussi produit au fil des années une quantité impressionnante de matériel pédagogique destiné à la clientèle étudiante du premier cycle en médecine. Donc, ce travail lui a valu de nombreuses distinctions, dont 3 prix d'excellence en enseignement de l'Université Laval et une mention d'honneur au concours du ministre de l'Enseignement supérieur aussi. Et de plus, autour du livre Démarche clinique, un ouvrage qui est acclamé par le milieu universitaire. Il continue d'accompagner d'année en année plusieurs centaines d'étudiants et étudiantes en médecine et en pratique infirmière avancée dans l'acquisition des habiletés cliniques nécessaires pour une pratique médicale de qualité. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, Dr. François Raté. Oh, votre micro est étendu. Bien, bonjour. Petite erreur de débutant ici, là, j'avais pas activé mon micro. Fait que s'il y a des trucs comme ça qui surviennent, n'hésitez pas à me faire signe. Sinon, moi, je vous pars mon baratin. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Là, quand même, 30 participants, je suis agréablement surpris. Majoritairement, j'imagine, des cliniciens, des enseignants, là, peut-être quelques étudiants, je sais pas. N'hésitez pas à ouvrir vos caméras, lever la main, poser des questions, essayer de rendre ça un peu interactif si ça vous tente. Autrement, là, je vais partager mon écran avec vous, puis je vais me lancer tranquillement, pas vite. J'espère que ça va solliciter des discussions, que ça va susciter votre intérêt, mon projet. Là, je vous présente mon innovation duquel je suis le plus fier, en fait. Là. Je trouve que c'est ce que j'ai accompli de plus haut à date. Je ne sais pas vers où ça va me mener, par exemple. On va en discuter. Fait que, dans le fond, je vais vous parler d'une simulation, d'un simulateur qu'on a créé qui utilise la technologie de la réalité virtuelle. On va voir comment ça peut être utilisé là, dans nos cursus là, médicaux. Je vous dirais qu'à date, l'expérience est vraiment incroyable à l'Université Laval avec cet outil-là. Mais ça a quand même des enjeux aussi. Là, fait qu'on va discuter là, des avantages et de quelques inconvénients qui peuvent survenir là, quand on développe ce matériel-là. Donc, moi, qu'est-ce que j'enseigne à l'Université Laval? J'enseigne les habiletés cliniques, donc au prédoc. OK? Donc, nos cours, ce sont des cours intégrateurs, donc des cours en petits groupes d'élèves, là, 6 à 8 étudiants avec un moniteur clinicien. Le modèle ressemble peut-être un peu à ce que vous avez développé à Sherbrooke, là. Donc, nous, on enseigne la théorie beaucoup là, par l'enseignement magistral là, dans des grands cours par système. Euh, le simulateur a été développé pour des étudiants de première session à l'Université Laval, donc dans le cadre du cours Démarche clinique 1. Puis durant la première session, la session d'automne initiale, nos étudiants sont à apprendre là, le système cardio et le système pneumo. Fait qu'on on les bourre de connaissances là, au niveau des sciences fondamentales, puis tranquillement, pas vite, on axe vers ces deux systèmes-là. Donc, le cours de démarche clinique, les cours que j'ai développés,
C'est des cours où on va essayer de mettre ces connaissances-là en pratique, là. Donc, on va traiter, je vais leur montrer dans ce cours-là à structurer une entrevue médicale. Je vais leur montrer aussi l'examen physique, le ciblé, le cardiaque et respiratoire. Bien sûr, ben, on va essayer de travailler avec les connaissances qu'ils vont acquérir. Là, on essaie de les mettre dans des contextes cliniques réalistes, puis on essaie de les amener à travailler avec leurs connaissances pour en arriver à faire de la résolution de problèmes. Euh, donc, nos étudiants, les vôtres aussi, on essaye de les façonner, là, on essaye de les amener à organiser là, les connaissances qu'ils acquièrent dans leur cours théorique pour développer là, les fiches diagnostiques là, que vous connaissez bien. Dans notre pratique médicale, on développe là, des scripts de maladies. Qu'est-ce que ça contient, nos fiches diagnostiques? Dans le fond, ben, ça contient euh, par rapport à chaque maladie, là, les facteurs de risque en lien avec chaque maladie, chez qui ça va arriver. Ça contient aussi là, comment la maladie va se présenter. Donc, est-ce que c'est le mode de présentation, le mode d'évolution de chaque diagnostic? Ce qui va nous permettre un peu aussi de faire du diagnostic, ben, c'est de connaître les symptômes clés en lien avec chaque fiche diagnostic, puis un peu là, les schémas de raisonnement, les schémas de prise en charge aussi là, de ces conditions-là. Donc, dans le fond, les différentes pièces de casse-tête qui nous permet, lorsqu'on est dans des contextes médicaux, d'essayer de trouver des matchs là, entre les pièces du casse-tête qu'on a été recueillies, qu'on a recueillies, donc les informations qu'on est allé chercher au questionnaire à l'examen physique, pour être capable de faire du diagnostic puis éventuellement se diriger vers une prise en charge de nos patients. Euh, pour, euh, Pour amener les étudiants à comprendre un peu comment on se met en pratique en clinique, ben, on a développé des cas papier, de l'apprentissage par problème. J'ai bâti avec le temps là, des vidéos sur l'examen physique pour leur montrer à structurer leur examen puis à développer leur examen. On a écrit un livre là, avec mes collaborateurs, Julie Thériault, Isabelle Collin, Michel Cochon. Donc, on a développé un livre là, qui les accompagne là, pendant tout leur parcours. Hein. Moi, je suis responsable du cours de démarche clinique 1, mais j'ai créé les autres aussi. Là. Il y en a, c'est une série de 5 cours. Donc, notre livre les accompagne là, pendant toute la durée de leur formation. Donc, c'est un livre de clinique, là. C'est pas un livre de physiologie ni d'anatomie, là. C'est vraiment un livre qui est très, très centré, là, sur les plaintes des patients, puis les différents systèmes, comment comprendre un peu là, la physiopatho de la maladie, comment questionner tel ou tel système, comment examiner, puis comment raisonner aussi là, les problématiques cliniques. On a intégré aussi là, dans la troisième édition là, qui a été publiée en 2023, là, l'échographie ciblot-chevet comme une extension un peu là, de la main de l'examinateur à l'examen physique. Donc, on a intégré des capsules vidéo aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de matériel qui a été fait là, pour supporter nos étudiants. En pratique, quand on les rencontre là, en petits groupes, on fait soit de la résolution de problèmes, soit ils font des pratiques d'entrevue médicale. Donc, un étudiant va jouer le rôle du médecin, l'autre va jouer le rôle du patient, puis un autre va observer, puis il va noter là, sur une grille structurée un peu comme dans un Écosse là, la performance de l'étudiant qui joue le rôle du médecin, puis il va y avoir un échange ensuite entre les étudiants là, pour donner de la rétroaction. J'ai aussi, puis on fait aussi des laboratoires là, où on se met en pratique au niveau de l'examen physique là, et où le clinicien va les corriger. Euh, j'ai aussi créé plusieurs simulations là. Au début, en 2017, j'ai créé des espèces une espèce de simulation informatisée où il y avait des séquences vidéo un peu comme interrompues là, par de la prise de décision. Moi, ce que j'aime dans mes cours, c'est que les étudiants soient actifs dans leurs apprentissages. J'aime pas que les étudiants soient passifs, là. Je les amène beaucoup, beaucoup à travailler. Donc, à travers cette simulation-là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est, je vais vous donner un exemple ici, là, c'est des petites séquences vidéo où l'étudiant va choisir, par exemple, un patient qui vient d'arriver à l'urgence essoufflé, ben, l'étudiant peut choisir d'aller voir le dossier. Je pense que j'ai pas partagé le son, par exemple.
Entendez-vous? Non, on Non, n'entend on Non, pas. on n'entend n'entend pas. pas. C'est pas grave. Fait que je m'en mettrai en partage d'écran tantôt pour un autre, puis je partagerai le son, là. Fait que dans le fond, la séquence vidéo est interrompue, puis là, on va donner une rétroaction à l'étudiant. Donc là, on lui avait demandé, veux-tu aller voir le dossier du patient? Veux-tu aller jaser avec les ambulanciers? Veux-tu aider l'infirmière? Dans le cas où tu choisis d'aider l'infirmière, on te félicite là, de ton initiative, mais peut-être que c'était pas la meilleure chose à faire parce qu'après, si tu veux aller rencontrer l'ambulancier, l'ambulance est partie. Là. Ça fait que, il peut avoir comme des petites conséquences là, à leur prise de décision, mais dans le fond, l'objectif de ça, c'est vraiment, c'est pas tant là, de travailler la prise de décision que d'amener l'étudiant à être actif dans ses apprentissages, puis l'amener à se commettre un peu parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, selon moi. Euh, Un petit mot sur la façon dont on raisonne en clinique. Là. La clinique, c'est une science de probabilité, vous le savez. OK? Donc, puis généralement, les probabilités qu'on a à gérer, c'est jamais du 0 puis du 100%. OK? Fait que quand on est confronté à une situation clinique, à partir du contexte dans lequel on est, de la raison de consultation, du sexe, de l'âge du patient, ses facteurs de risque, les données initiales qu'on a, on va se positionner quand on va penser à un diagnostic sur une échelle de probabilité, hein, sur ce qu'on appelle la probabilité clinique pré-test. Puis après, on va aller cueillir nos informations du questionnaire, on va cibler notre examen pour essayer de mobiliser notre probabilité clinique dans un sens ou dans l'autre, hein, soit vers une infirmation du diagnostic ou une confirmation du diagnostic. Puis, tout dépendamment de la maladie, hein, de son évolution naturelle, puis de sa dangerosité, on va être appelé à prendre des décisions à travers ça. Donc, ça peut être de décider de se lancer dans un test diagnostic pour essayer de se mobiliser, essayer de confirmer notre diagnostic ou de l'infirmer. Comme à un moment donné, on peut être assez loin sur l'échelle de probabilité pour décider de prendre des décisions au niveau thérapeutique. Donc, c'est ce qu'on fait de façon intuitive dans notre pratique médicale. OK? Et c'est vers quoi je veux amener mes étudiants en médecine. Travailler avec leurs connaissances, puis se mobiliser un peu sur l'échelle des probabilités. Souvent, à leur niveau, quand ils considèrent un diagnostic, souvent, on va être dans la zone du 50%. Ils ont vraiment de la misère à évaluer là, quel est leur niveau de certitude là, par rapport au diagnostic qu'ils ont émis. Mais c'est important qu'ils le fassent, puis qu'ils fassent le même exercice qu'on fait en pratique là, pour en venir à prendre des décisions. Ce que j'ai trouvé de plus incroyable comme outil là, pour pratiquer les habiletés cliniques, c'est la réalité virtuelle. Pourquoi? L'outil, en fait, il est parfait là, tu sais, pour reproduire l'environnement de travail. Donc, un environnement qui ressemble à la clinique, à notre pratique médicale, un environnement qui est sécuritaire, qui est très, très immersif, agréable, puis qui est adapté aussi là, au niveau de formation de nos étudiants. Euh, Qu'est-ce que ça me permet aussi de faire? Ça me permet, cette simulation-là, d'exposer des étudiants à de la pathologie parce que les pratiques d'examen, les pratiques d'entrevue se font entre eux. Là. Donc, ils sont très peu exposés là, du pathologique. Là. On n'a pas de patients partenaires là, en quantité suffisante là, pour venir aider nos étudiants là, dans l'acquisition de leurs habiletés cliniques au niveau où j'enseigne. OK? Donc là, moi, je suis vraiment comme prédoc, là. J'ai des étudiants là, de première année là, de médecine, première session de médecine même. Euh, donc, moi, ce que j'aime de ça, c'est de les amener à aller à faire leur cueillette d'informations, à aller chercher des éléments de l'examen physique, d'être actifs. Là, les étudiants que vous voyez sur cette image-là, quand ils ont les bras soulevés comme ça, là, c'est parce qu'ils sont en train d'ausculter ou de prendre la température de leur patient ou d'évaluer leur pouls. On voit vraiment là, que les étudiants là, s'activent là, dans le simulateur pour aller cueillir ces informations-là. Mais moi, là, mon objectif, c'est beaucoup plus c'est pas tant dans la cueillette d'informations que qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur information. Fait que là, je les amène en démarche diagnostique par la suite, puis je les amène jusqu'en prise de décision. Ce qui est super intéressant, ils ont vraiment l'impression là, de jouer au docteur dans cet environnement-là là, qui est très, très sécure pour eux, puis dans lequel il n'y a pas de danger de commettre des erreurs. Euh, le projet est né d'une rencontre entre deux papas.
OK? Moi qui est médecin d'urgence et un programmeur qui était le papa de l'autre petite fille, donc qui jouait dans la même équipe de volleyball pour la même école secondaire. Donc, nos filles ont trouvé des affinités ensemble, sont devenues de grandes amies. Et les deux papas, ben, ça a été une rencontre assez magique, là. Écoutez, là, les programmeurs, en fait, là, qui programment en réalité virtuelle, ben, ils ont besoin d'expertise hein, ils ont besoin d'expertise pour être capables là, d'avoir des projets là, sur lesquels travailler. Ils ont besoin de financement aussi. Puis, moi, comme expert de contenu, ben, je ne suis pas un programmeur, là. Moi, je code pas, là. Fait que j'ai besoin de mon expert en programmation pour essayer pour être en mesure là, de développer ça. Quand on s'est rencontrés en 2021, lui et moi, ben, lui, il travaillait à ce moment-là, il était en train de, il y avait, excusez-moi, je vais essayer d'arrêter mon partage d'écran. Je ne l'ai pas pantoute. Donc, c'est ça, mon programmeur, lui, il était en train de modéliser, dans le fond, il faisait un projet pour des sœurs, des religieuses. Les religieuses, ils devaient fermer comme un cimetière de religieuses, puis ils voulaient reproduire le cimetière en réalité virtuelle. Pour partager ça avec leurs sœurs par la suite, là, pour pouvoir être en mesure d'aller quand même visiter virtuellement là, le dit cimetière. Là. Je trouvais que c'était incroyable qu'est-ce qu'il avait réussi à faire. Là. C'était vraiment très, très immersif. À tel point que, tu sais, tu sais, il y avait du vent qui balayait là, les arbres là, dans le cimetière, puis on pouvait s'arrêter vis-à-vis chaque épitaphe, puis en sélectionnant l'épitaphe, ben, tu avais l'histoire de la religieuse qui apparaissait. Là. J'étais vraiment très, très impressionné. Puis tout de suite, j'ai vu un lien là, avec les besoins que j'avais là, pour simuler le milieu clinique. Là. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a créé une clinique virtuelle. Donc, vous mettez le casque et vous vous retrouvez dans un environnement de clinique médicale. Et on s'est vraiment inspiré d'une vraie clinique médicale là, qu'on a reproduite là, en réalité virtuelle avec différentes salles là, qui sont exactement aux mêmes localisations là, que dans la clinique qu'on avait visitée. Donc, dans notre clinique virtuelle, ben, on peut se déplacer. OK? Dans un simulateur de réalité virtuelle, ben, il y a des petites manettes, là. Donc, les manettes, c'est vos mains. OK? Les mains avaient été développées par Sylvain, là, mon programmeur. Puis, donc, on peut se déplacer physiquement là, dans la clinique virtuelle en question. On peut interagir avec les personnages qui sont là, avec les objets qui sont dans la clinique en question, avec nos mains virtuelles. Puis, on peut entrer là, dans une salle de consultation, s'asseoir, entrer en relation avec un patient. Pour le questionnaire, ben, le questionnaire se fait comme avec un panneau de questions dans lequel on sélectionne dans une catégorie de questions, genre antécédents personnels, antécédents familiaux, habitudes de vie. On peut, dans le questionnaire, faire le PQRST là, de la plainte. On peut demander des symptômes spécifiques. On peut aller explorer aussi le vécu émotif du patient. C'est une voix préenregistrée qui va répondre à l'utilisateur. OK? Donc, tu cliques, c'est ma voix qui part. Donc, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à la clinique? Puis, il y a une réponse là, qui va être qui est préenregistrée, qui va être donnée à l'utilisateur du simulateur. Une bonne vieille voix québécoise, là, souvent avec des accents, là, tu sais, très, très bien, c'est très immersif. L'environnement sonore est super important. Là. J'ai reproduit à peu près tous les sons qu'on peut entendre dans une clinique médicale. Ça va être la même chose après à l'étape 2 où l'étudiant va pouvoir examiner son patient. Donc, quand il rentre dans la salle de consultation, si on veut, il y a comme deux tracks qu'il peut prendre. Il peut circuler dans la pièce, mais s'il s'assoit sur le siège devant la patiente, ben, à ce moment-là, la patiente va s'activer, va lui parler. Puis après ça, ben, il va aller sélectionner dans une espèce de panneau violet que vous allez voir, que je vais vous montrer. Il va sélectionner la question qu'il veut poser. Le patient va s'activer, va poser la question, puis après ça, ben, il va recevoir une réponse de la part du patient. Puis l'information qu'il va aller chercher au questionnaire va être inscrite sur une note médicale qui est elle en jaune.
OK? Ça, c'était un de mes objectifs pédagogiques, là. Comme j'ai des étudiants de première session de médecine, je veux leur montrer à organiser l'information à la manière du médecin dans sa pratique, là. Donc, toute l'information, que ce soit au niveau du questionnaire d'examen physique, va se positionner sur la note médicale. Puis après ça, je l'utilise là, quand on revient à la note médicale, une fois que toute l'information est cueillie là, du questionnaire puis de l'examen physique. Donc, l'étudiant peut se tourner vers sa note médicale, puis à ce moment-là, il va avoir comme un résumé là, de l'information qu'il est allé cueillir, puis là, je peux l'amener en raisonnement. Euh, je vous montre ça. Je vais essayer de partager le son ce coup-là. Euh, je vais vous montrer d'abord l'environnement qu'on a reproduit, là. Donc, la clinique médicale ressemble à ça. Donc, il y a comme un secrétariat initialement, là, quand on rentre dans la salle. Il y a une salle d'attente où nos trois patients vont être. Donc, ça, c'est un des patients. Ça, c'est la première patiente qu'on va voir. C'est ultra réaliste, là. C'est vraiment hyper immersif, là. La première étape que l'apprenant doit faire, c'est de se rendre à un X devant l'agente administrative, puis de la regarder. Puis aussitôt qu'on la regarde là, avec notre casque, là, elle va s'activer, puis elle va donner comme consigne d'aller voir la première patiente dans la salle 6. Fait que là, il faut que l'étudiant se rende dans la salle 6, rentre dans la salle 6, ce que je vais vous montrer. Puis après ça, ben, il peut s'asseoir devant la salle, là. La patiente est là. Elle regarde un petit peu autour, là, tu sais, elle est active, là, mais tu sais, il n'y a pas d'interaction jusqu'à temps que l'utilisateur la regarde dans les yeux, puis là, elle va s'animer. Puis là, la simulation va commencer là, dans la salle 6. Une fois que l'étudiant a terminé là, d'évaluer le patient dans la salle 6, ben, il quitte vers l'autre salle d'après. En fait, il va revoir la secrétaire qui va lui dire de retourner, d'aller dans la salle 7, puis après ça, dans la salle 8. Donc, on a simulé 3 cas cliniques. Les étudiants sont 1 heure, un petit peu plus qu'1 heure là, dans le simulateur, là, ce qui est pas mal la limite qu'on peut atteindre là, quand on travaille comme ça, là, notre raisonnement dans un simulateur de réalité virtuelle. Parce que contrairement à quand on est en mode jeu, là, quand on joue avec la réalité virtuelle, c'est très, très stimulant pour le cerveau, mais quand on raisonne avec, quand on raisonne là, des situations cliniques là, dans un simulateur de réalité virtuelle, ben, ça crée une certaine fatigue qui ressemble beaucoup à celui du médecin là, qui est en exercice, là. Donc, un peu le même genre de petite fatigue là, mentale là, qu'on ressent là, quand on est en pratique médicale. Donc, l'environnement est réaliste. Les personnages aussi sont réalistes. Donc, on peut se déplacer, interagir avec l'environnement. Euh, les personnages, ça a été un petit peu complexe là, parce que en réalité virtuelle, il n'y a pas beaucoup de développement en pédagogie médicale, là. Je vous dirais que c'est essentiellement du jeu. Puis quand on veut créer des personnages à partir de ceux qui se créent dans des jeux, ben, on se retrouve avec des phénotypes un peu comme ça, là, qui défient les lois de la gravité et de la réalité, là. Donc, nos personnages étaient un peu hyper sexués là, au départ. Fait que, il a fallu quand même mettre du temps là, pour créer des personnages qui ressemblent plus à la vraie vie, là, puis qui sont acceptables là, pour le contexte là, où on est en pédagogie médicale. Donc, notre secrétaire qu'on a réussi à produire à partir de ces modèles-là hypersexués, là, ressemblait à ça au début. Puis même ce modèle-là, il passait pas là, pour la direction de programme. Là, tu sais, ce qu'il a fallu que mettre des heures à enlaidir nos personnages. Là, ça a été un enjeu au début. Là, c'est pas si facile que ça là, de créer des avatars là, parce que souvent, on doit s'inspirer du jeu. Le questionnaire, il est hyper intuitif, là. Donc, avec la manette, tout ce qu'on fait, c'est sélectionner dans le panneau, puis après ça, tout s'organise un peu, là, tu sais. Ça fait que c'est quand même, t'as pas besoin de donner de très, très longues explications, là. Je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne. Bonjour, docteur. Je viens vous voir pour une douleur dans la poitrine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Je suis réceptionniste dans une clinique d'optométrie. Avez-vous des problèmes de santé en général?
Je suis en bonne santé de façon générale. J'ai déjà fait un ulcère d'estomac à une époque où je prenais pas mal d'ibuprofène pour des douleurs musculaires. Donc, ça vous donne un peu une idée, là. J'espère que ça vous a pas rendu nauséeux, là, euh, quand on fait de la capture d'écran comme ça, là, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Vous avez probablement aperçu là, les mains, là, vos mains. Là, donc, c'est comme ça un peu qu'on mène l'entrevue médicale. Donc, c'est comme ça que l'étudiant va chercher ses informations, là, faire sa cueillette d'informations. Le simulateur, je vous rassure, il est hyper stable. OK? On a commencé à mettre les étudiants dedans en 2022. Là, fait que j'ai au moins 1000 utilisateurs qui ont passé dans le simulateur. OK? Fait que moi, j'ai des classes de 280, là. Là, on va monter à 320 là, avec l'augmentation des cohortes, là. Mais j'ai un excellent laboratoire d'essai, là. Alors, ils ont passé beaucoup de temps dans le simulateur et j'ai très, très, très peu de malaise. C'est hyper stable. Puis comme nous, on utilise comme casque là, la Quest, là, fait que la Quest, elle n'a pas de fil, OK? Elle n'est pas branchée sur un ordinateur, puis elle n'est même pas dépendante du réseau Internet, OK? Ce qui peut être un aria, là, quand on veut mettre ça en pratique. Fait qu'on n'a pas de bug dans le simulateur. Tout est dans le casque de réalité virtuelle, OK? Fait que pas de bug, super confortable. Je vous dirais que c'est peut-être un utilisateur sur, je sais pas, une trentaine à peu près, là, qui va peut-être sentir un malaise. C'est toujours des filles. Il y a eu zéro malaise chez des garçons, là. C'est presque, c'est uniquement des filles qui ont des malaises là-dedans. Puis souvent, ils savent à l'avance là, qu'ils vont avoir un malaise, là. Moi, j'ai le mal de transport où je suis fragile à ça un petit peu. Fait que déjà, en le sachant, là, il faut les avertir là, de faire attention, là, tu sais, puis si moindrement ils détectent un malaise, de prendre des pauses dans le simulateur. Puis ceux qui sont pas capables de le faire, ben, ils le font pas, c'est tout, là. OK? Donc, très, 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 très stable là, et agréable là, comme sensation là, dans le simulateur. C'est super immersif. Je vous montre qu'est-ce que ça donne à l'examen physique maintenant. Donc, une fois que la cueillette d'informations est faite, ben là, l'étudiant a juste à pivoter sur lui vers la table d'examen, puis à se déplacer sur la flèche qui est devant. Puis là, à ce moment-là, ben, le patient se déplace là, directement sur la table d'examen. Puis, on peut positionner notre patient là, de différentes façons. Là. Si on veut regarder la TVC, par exemple, ben, il y a moyen de sélectionner une position couchée, la tête tournée du côté gauche. Puis, si l'étudiant sélectionne, mettons, observer, il y a un petit œil qui apparaît devant lui, il peut aller mettre le petit œil là, vis-à-vis le cou, puis il va être informé là, sur le résultat. Donc, les résultats à l'examen physique, ils peuvent être écrits, ils peuvent être auditifs, bien sûr. Je vous parlais de l'environnement sonore qui est hyper important. Là, ben là je peux les amener, leur amener des trouvailles auscultatoires, par exemple. Je peux mettre des râles, des crépitants, des sibilants. Je peux les exposer à des souffles cardiaques, donc des choses hyper intéressantes pour moi. Donc, ils peuvent observer, ils peuvent palper. S'ils palpent, ils peuvent palper le pouls, par exemple, là, amener leurs mains vis-à-vis le poignet, puis ils vont avoir une rétroaction haptique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils vont sentir le pouls par vibration de la manette. Donc, puis ils ont des outils aussi, là, ils peuvent prendre les signes vitaux du patient, ils peuvent prendre la tension artérielle, ils peuvent prendre un saturomètre, aller le porter au doigt, ils vont avoir un résultat. Donc, ils sont à ce stade-là hyper actifs là, dans le simulateur. Là. Tu sais, vous voyez, là, à ce moment-là, on voit les bras se lever, puis on les voit là, très, très investis, là, puis actifs. Là, c'est l'aspect un peu là, ludique là, de la simulation, parce que le geste technique, c'est intéressant, la physique est parfaite. Là, tu sais, quand tu approches ton stéthoscope, tu passes pas à travers le patient, là, mais ça reste que quand même, c'est pas quelque chose qui permet là, au stade où on est rendu dans notre développement là, d'avoir des gestes techniques hyper précis. Là. Fait que je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne. Donc ça, c'est le thermomètre. Moi, je vois Donc, vous rien bouger là à l'écran. Ah, vous voyez rien bouger? Non, l'image est figée comme c'est là.
Êtes-vous encore là, docteur Raté? Vous avez de l'air figé, là. Oh, peut-être des petits problèmes techniques? Ah, il est déconnecté, je pense qu'il va tenter de revenir. Peut-être des problèmes techniques avec son Internet. On va espérer qu'il revient. Oui, bonjour. Écoutez, je ne suis pas capable de me reconnecter. Je pense que je vais être obligé de repartir mon Zoom, là. Pas mon Zoom, mais mon Teams, là. Je vais redémarrer mon ordi, là. Je suis Ben incapable. là, on vous voit. Vous êtes de nouveau dans la réunion, là. Est-ce que vous nous voyez? Ben oui, je vous vois. Oui. Est-ce que vous êtes de nouveau là? Est-ce que vous pouvez tenter de partager votre écran encore? Non, parce que là, je suis sur mon téléphone. Ah, OK, je comprends. Ouais, mais c'est correct que je vais continuer un peu tranquillement la présentation, là, puis pendant que j'essaie de me redémarrer, puis je vais peut-être être capable de. Là, je redémarre mon ordinateur. Là, je ne comprends pas ce qui est arrivé. Là, je vous ai perdu. Ping! C'est peut-être parce que vous êtes à Moncton. Non, c'est moi le problème. C'est Québec le problème. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Euh, donc, je vais continuer un peu de mémoire, là, sans support visuel. Là, fait que vous avez bien compris que nos étudiants, malheureusement, vous n'avez pas vu l'interaction qu'il y a, là, mais à l'examen physique, là, c'est vraiment intéressant ce qu'ils réussissent à faire. Là, mais ce n'est pas pour moi ce qui est le plus important. Là, donc, jusqu'à présent, ce que vous avez vu, c'est un peu l'aspect immersif, l'aspect ludique, là, l'aspect wow un peu là, de la simulation. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir qu'est-ce qu'ils font après avec les informations qu'ils sont allés cueillir. Fait que là, quand ils ont terminé de questionner, examiner leurs patients, ben, je leur demande de se tourner vers leur note médicale. Puis à ce moment-là, on rentre vraiment dans la phase diagnostique. Là. Donc, je vais leur demander de se positionner sur un diagnostic initial dans un premier temps. Puis, je vais demander, donc je vais suggérer des diagnostics. Je vais leur demander de sélectionner le diagnostic là, qu'ils jugent le plus probable. Puis, après ça, ben, je vais leur demander. Après ça, je vais leur demander de le justifier dans leur note médicale. Ils vont pouvoir aller sélectionner des éléments qui vont pour le diagnostic qu'ils ont émis. Une fois que c'est fait, bien, je vais leur permettre de mobiliser leur probabilité clinique. Je leur demande de se positionner sur leur niveau de certitude par rapport au diagnostic qu'ils ont émis. Puis après ça, bien, je vais leur demander là, je vais leur offrir la possibilité d'investiguer leurs patients. Donc, ils vont pouvoir sélectionner là, des examens diagnostiques pour, après ça, se repositionner par rapport à un diagnostic final. Ils vont recevoir de la rétroaction là, de la part du simulateur. Je leur demande même d'aller au niveau de la conduite, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs patients. S'ils ont fait le bon choix diagnostique, bien, ils vont avoir une rétroaction qui va être faite. Puis, ils vont pouvoir après ça, ben, ils peuvent, une fois que le cas clinique est terminé, ils peuvent sortir, aller voir le secrétaire, puis se faire rediriger vers un nouveau cas clinique. Et je pense que je suis réapparu. Est-ce que vous me voyez?
Ok, parfait. Oui, on le voit. Donc là, j'ajoute. Ok. Je suis désolé là, pour ces difficultés techniques-là. Là, est-ce que vous m'entendez aussi? Ok, Oui, je c'est vais bon. pousser ça. Je vais pousser de partager mon écran maintenant. Dire que Teams, c'est pas mon préféré. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, là, on voit bien, on voit les images changer. C'est parfait. Parfait. La partie facile, c'est de se procurer du matériel. Je vais vous montrer, je pense que ça va faire un bon résumé, là, puis après ça, je vais pouvoir vous présenter les enjeux. Je fais encore des prouesses technologiques. Nous avons développé une clinique de patients virtuels dans laquelle nos étudiants peuvent exercer là, leurs habiletés cliniques, mais avec des cas qui sont adaptés à leur niveau de formation, dans un climat agréable et propice là, à l'apprentissage. Donc, le simulateur qu'on a développé utilise la technologie de la réalité virtuelle. Tout est là-dedans. On a reproduit l'environnement d'une clinique médicale dans laquelle on peut se déplacer, on peut manipuler des objets. Ça amène les étudiants dans un contexte là, qui reproduit parfaitement là, la réalité là, de la clinique. Ça nous permet d'être immergés dans un environnement clinique beaucoup plus tôt et de mettre en pratique, en quelque sorte, ce qu'on apprend théoriquement en classe. De développer nos capacités de communication et d'interaction avec des patients avant même d'en avoir vu de vrai. Il y a une foule d'objectifs cachés. Là. Un d'entre eux, là, c'est d'apprendre à organiser là, une note médicale là, à la manière du médecin en pratique. Donc, on va demander beaucoup à l'étudiant de se positionner par rapport à ses hypothèses diagnostiques. On va lui demander de les justifier là, justement là, dans leur note médicale. On va leur demander là, de chiffrer leur degré de certitude par rapport au diagnostic qu'ils vont émettre. Donc, on va loin en termes de processus de raisonnement. J'aime voir mes étudiants actifs dans leurs apprentissages, puis là, je le vois. Là, ils sont vraiment en train de s'exercer, de pratiquer. On voit là, qu'ils mobilisent leurs connaissances. C'est ce que j'apprécie. Puis quand il y a des petites réactions émotives, je n'haïs pas ça non plus. Il y en a parfois qui répondaient au simulateur ou à la patiente animée là, dans le simulateur, comme si la personne était réelle. Donc, c'est vraiment pour nous un indicateur là, que les étudiants sont vraiment vivent l'expérience de façon très immersive ou expérientielle. Je vous dirais qu'une des difficultés ou faiblesses de notre programme actuellement, c'est d'avoir des patients partenaires. Là, avec ce simulateur-là, j'ai une clinique remplie de patients virtuels qui sont toujours prêts. Il faut garder en tête que je reste un étudiant, donc si je vois un vrai patient et que j'ai la responsabilité d'interagir avec un vrai patient, ça augmente beaucoup plus mon niveau de stress, ma performance, je réfléchis moins bien, puis je me sens pas comme si j'étais là pour me pratiquer, mais plutôt comme si j'étais évalué. Alors que dans le cas où c'est un patient virtuel et simulé, je peux faire des erreurs, personne ne va mourir. Je peux me permettre de me tromper et d'apprendre par après. Les applications sont infinies. On vient juste comme d'ouvrir une porte. Là. On peut ajouter plein de choses. On peut aller dans la collaboration interprofessionnelle en faisant des activités multijoueurs, par exemple. Ça pourrait être dans des contextes d'évaluation sommative aussi, pour remplacer des interactions qui sont excessivement coûteux. Donc, ça nous permet de créer des cas justement pour exposer nos étudiants puis répondre à certains critères d'agrément aussi là, pour notre programme. Je suis extrêmement content. Et puis, ce que je vous dirais, c'est que ça va aider beaucoup la suite de ce programme-là. En ayant cette reconnaissance-là, ça va nous permettre d'avoir un meilleur levier pour aller chercher du financement pour poursuivre le projet, puis grandir et développer cette expertise-là à l'Université Laval. Bon,
Alors, ça ressemble à ça, notre simulateur. Euh, les avantages, je vous dirais, là, d'une simulation comme celle-là, c'est de créer l'environnement de travail, l'immersivité de la chose. Vous avez pu voir aussi que nos étudiants, ce qu'ils apprécient de ce genre de simulation-là, c'est son intimité. Donc, on est seul dans le simulateur, hein, on n'est pas à la vue de personne. Donc, ça diminue beaucoup, beaucoup l'anxiété de performance là, en lien avec la simulation classique là, où tu dois t'exercer devant tes pairs, là, et tu t'exposes devant tes pairs aussi. Donc, avec une clientèle anxieuse là, comme les étudiants qu'on a là, actuellement, c'est un atout majeur. On peut reproduire à peu près n'importe quel environnement. Là. Je pourrais vous faire une clinique médicale sur Mars si ça vous tente. Là. Puis ça prendrait pas 5 ans à se rendre, là, ça prendrait le temps d'enfiler le casque de réalité virtuelle. Donc, c'est stable. Je vous dirais que la principale qualité, c'est pas si votre objectif, c'est de faire apprendre des connaissances, c'est pas la bonne modalité. Là, ça ne surpassera pas là, un livre ou d'autres façons de faire. Par contre, pour travailler le raisonnement, c'est vraiment, vraiment, vraiment magique, là, parce que on peut vraiment là, les amener loin là, jusqu'en prise de décision, ce qui pour moi est vraiment euh, justifie amplement là, d'investir là, dans cette modalité-là. Là. Donc, il faut avoir un projet où ça se transpose bien. Il y a quand même certaines difficultés là. Parce que vous comprenez que mettre 280 étudiants 1 heure de temps dans un simulateur, ça demande une logistique là, qui est pas facile à faire. Donc, ça prend des espaces, ça prend du temps, c'est pas si facile. Mais moi, dans mon cours, ça vaut vraiment la peine de faire cet investissement-là parce que ça les aide beaucoup à intégrer leur matière. C'est une technologie qui est quand même coûteuse à développer, mais une fois que c'est fait, ben, tes 3 cas, t'es là pour tout le temps, là, tu sais. Donc, ça demande de la recherche et développement. Donc, ça génère certains coûts. Euh, Par contre, le jeu en vaut la chandelle. Là, j'ai eu une petite subvention là, pour pour entraîner. On est en train d'entraîner un moteur d'intelligence artificielle pour être capable de répondre, comme dans un scénario clinique, de générer une réponse verbale au patient, là, à l'étudiant qui va pouvoir, ou l'utilisateur qui va pouvoir comme poser directement sa question au simulateur. Ça amène comme certains enjeux, là, je vous dirais, là, parce que là, il faut s'ouvrir à Internet, puis à ce moment-là, on s'expose à des bugs, puis je sais pas vous autres, mais notre réseau Internet est pas très puissant là, à l'Université Laval, fait que j'ai de la misère à voir comment je vais pouvoir mettre comme 20 utilisateurs là, simultanément là, dans je pense qu'on va manquer de bande passante pour ça, puis éventuellement aussi, ça peut générer d'autres coûts. Fait qu'on est en train d'évaluer ça, mais je pense qu'on s'en va vers ça, là. Ça va augmenter beaucoup là, l'immersivité là, dans le simulateur. Donc, il y a une foule d'applications possibles à ça, là, cette technologie-là. Puis, on peut facilement penser là, y greffer l'intelligence artificielle éventuellement. Les enjeux que j'ai eus avec ça, ben, c'est au niveau du financement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les programmeurs qui programment en réalité virtuelle, ils sont pas dans nos organisations universitaires. OK? Donc, ils sont tous dans des compagnies privées. Là. L'expertise, elle n'existe pas là, dans mon université, ni dans la vôtre, ni à Montréal, ni ailleurs. OK? C'est pour pouvoir se payer ces programmeurs-là, là, il faut faire affaire avec des compagnies externes à nos organisations, ce qui implique qu'on est soumis au même règlement du marché, c'est-à-dire qu'à partir de 50 000 de fonds, eh bien, il faut aller en appel d'offres. OK? Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé en appel d'offres, là, mais c'est un processus là, qui est long, laborieux, qui est légal, qui est pas évident, là, puis qui peut amener des échecs. Ça a été le cas dans mon cas. C'est mon programmeur a fini comme deuxième plus bas soumissionnaire. Fait qu'il y a quelqu'un qui a soumis plus bas. Hein, parce qu'il faut que tu prennes le plus bas soumissionnaire, à moins d'être capable de complètement le discréditer, là, ce qui est difficile à faire. Puis plus bas soumissionnaire, ben, pour moi, ça rime pas avec innovation. Là. Moi, je n'étais pas prêt à m'associer
sous contrat, à recommencer, premièrement, complètement mon projet avec une nouvelle compagnie en qui je n'avais pas confiance et que je n'avais pas envie de m'associer par contrat là, avec cette compagnie-là. Fait que pour moi, la voie de financement classique est vraiment pas une solution là, tu sais, c'est pas de la céramique qu'on vend, là, tu sais, c'est de l'innovation, là, c'est de la pédagogie médicale, puis c'est de l'innovation. Puis pour moi, vous comprenez, si vous faites appel, ça ne s'échange pas, là, cette expertise-là, là, ça ne s'échange pas comme des dossiers Word puis des fichiers Excel, là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il y a des enjeux là, en termes de financement. Puis je suis à la recherche de solutions avec mon organisation, là, mais peu importe où vous êtes, parce que depuis que j'ai gagné mon prix d'excellence, j'ai été approché par plein d'autres. Il y a un besoin là, en sciences de la santé là, pour ces technologies-là. Donc, j'ai été approché par pharmacie, par audiologie, par médecine dentaire. Ils viennent me voir comment tu as fait, comment tu as réussi, comment faire, peux-tu nous aider? J'ai aucun problème. Tout le monde réussit à partir des projets de leur côté, mais tout le monde finit, même quand on réussit à financer par la recherche, tout le monde finit par se frapper le mur du 50 000 à un moment donné. Puis c'est un peu là, la complexité de la chose. Dans les solutions, je pense que le partage d'expertise entre universités est essentiel, là. Puis c'est ce qu'on va travailler dans les prochaines années, là. On a l'intention de développer un centre d'innovation là, dans le numérique là, à l'Université Laval. Ça se fait déjà un peu à Montréal. Sherbrooke aussi est en processus. Donc, on est en train de tisser des liens tranquillement, pas vite. Puis, moi, mon expertise, je ne demande pas mieux que de la partager avec vous, là. Je serais ravi là, de faire partager l'expérience à vos étudiants, là. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à quelque part là, en développant des stratégies de collaboration entre universités. Fait que ce serait pas mal l'essentiel de ce que j'avais à vous livrer aujourd'hui, là. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires là, sur le projet. Je veux pas, je veux qu'on se garde une période de questions là, pour échanger. Merci beaucoup, Dr. Raté. Super intéressant, innovateur. Merci pour la présentation. Donc, c'est ça, j'ai vu qu'il y avait une question dans la section des commentaires, mais je pense que Monsieur Dehaye, vous êtes encore là pour poser votre question. On peut peut-être commencer avec la vôtre. Puis, si les autres, vous avez des questions, je vous invite à lever votre main, puis on peut procéder par ordre. Si? En fait, il a pas mal répondu avec le dernier bout de discussion, là. Donc, les questions ils doivent choisir les questions qui sont des questions déjà pré-programmées pour l'instant, c'est ça que je comprends. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même, ce qui est bien, c'est qu'on ne s'expose pas à des bugs là, quand on procède comme ça. On a une voie qui est quand même qui est intéressante là, parce que les voies informatisées ne sont pas encore parfaites. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations qui se fait là, parce que là, vous comprenez que si on parle au simulateur, il faut qu'il y ait comme une détection de la voix puis une transcription là, de la voix là, en langage compréhensible pour le LLM. Là, puis après ça, faut que notre moteur d'intelligence artificielle soit capable de générer une réponse qui a de l'allure aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il faut l'entraîner à répondre adéquatement, même à des questions vagues là, du style y a-t-il quelque chose que je ne vous ai pas demandé, que vous pourriez, y a-t-il de l'information que vous pourriez me donner? Donc, il faut entraîner le simulateur à être capable de répondre à ça, à pas trop halluciner non plus. Fait que c'est un enjeu. Puis après ça, il faut que ce que génère le LLM là, comme réponse, là, le moteur de langage artificiel, soit traduit en langage adapté, là, compréhensible pour l'utilisateur. Avec, tu sais, idéalement comme dans la langue que la personne la personne parle, puis avec le bon accent, la bonne intonation, la bonne émotion aussi. Donc ça c'est excessivement intéressant, puis cette technologie-là, elle s'améliore de plus en plus là. C'est de plus en plus facile de créer des avatars, puis de travailler avec la voix, puis la synchronisation là, du personnage avec la voix aussi. Là. Donc, c'est toutes des choses qu'on cherche à développer là, puis qui ne m'apparaissent pas être des gros enjeux. Là. C'est super intéressant. Tu sais, je vois quand même que quand les questions sont proposées, je serais intéressé de savoir à quel point ça corrèle avec
l'expertise qu'on peut voir après ça. Parce qu'on sait très bien que les gens, quand ils posent leurs questions, des fois, on va poser presque la même question. Le non-verbal va avoir un impact sur comment le patient va répondre. Il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer que si on suggère des questions, quelqu'un qui est bon dans les jeux peut deviner laquelle serait la meilleure question parmi des choix. Alors, ça peut être différent. Je ne sais pas, avez-vous essayé d'étudier justement la corrélation entre votre outil, ce que ça donne comme feedback sur le raisonnement clinique, puis la performance réelle sur le terrain? Bon, Ou par est-ce que... après, là, on a, juste pour répondre avant là, sur la voie préprogrammée, moi, il y a quelque chose d'intéressant, de pédagogique un peu avec ça là, pour les étudiants à mon niveau là, qui sont en train d'essayer de bâtir leur questionnaire. Là, donc, ça leur donne comme une structure de questions, une formulation de questions qui fonctionne, là, qui marche. Fait que je pense qu'au niveau débutant, ça peut être utile quand même d'avoir des suggestions de questions parce qu'ils sont en train de développer ça. Après ça, je pense que oui, ce serait bien de laisser l'utilisateur poser ses propres questions. Pour la suite, juste j'ai perdu le fil un peu, là. Rappelez-moi, là, ramenez-moi La dans deuxième le. question, merci pour la réponse. Effectivement, de proposer, donc au niveau débutant, ça fait bien du sens. Est-ce qu'il y a une possibilité que les gens soient bons? Parce qu'on sait qu'en simulation, des fois, il y a la Ah performance en oui. simulation et pas toujours la même performance dans la réalité parce que les gens, ils se sentent dans un jeu, tout ça, puis ils peuvent être soit moins bons ou au contraire, apprendre à jouer avec l'outil puis être super bon parce que, hey, je pense que la meilleure réponse doit être celle-là. Puis, est-ce que ça corrèle? Est-ce qu'on a des idées de ça? Vous faites des recherches là-dessus? Est-ce que c'est un projet que vous avez? Là, M. Deshaies, là, on a commencé par interroger nos étudiants là, sur leur appréciation du simulateur. Jusqu'à présent, la rétroaction qu'ils reçoivent de la part du simulateur n'est pas poussée très, très fort parce que j'ai plus de subvention, là, j'ai plus d'argent, j'ai rien, j'ai pas de subvention. Ça fait 3 ans que j'ai pas travaillé sur mon simulateur. Fait que je suis passé de seul au Canada à faire ça à il se passe plus rien là, depuis 3 ans. Fait que je suis encore à essayer mais tu sais, vous savez que nos organisations sont pas, ça ne vire pas sur un 10 cents, hein. Puis là, le train est en train de passer, puis on l'a regardé un peu aller, puis là, on est dans une petite chaloupe, puis on rame pour essayer de le rattraper. Là, tu sais, on a tous des idées, puis tout ça, mais je pense que l'union va faire la force éventuellement, là, mais il faut trouver des solutions là, au mur que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que tu sais, je recevais un contingent de Montpellier là, cette semaine, puis il y en a un qui était intéressé aussi à la simulation puis au raisonnement clinique. Puis il m'a montré son simulateur qui utilise l'intelligence artificielle, puis l'intelligence artificielle était quand même capable de donner une rétroaction quand même assez poussée à l'étudiant, là, même s'il n'y avait pas comme de réalité virtuelle puis que c'était pas immersif comme ce que je vous ai montré, on pouvait quand même adresser nos questions à l'intelligence artificielle, puis il recevait un feedback sur la qualité de ce qu'ils ont produit comme question, puis ça allait même à l'aspect émotif aussi qui était évalué, là. Fait que c'était quand même assez poussé. Donc, il y a moyen d'augmenter beaucoup, beaucoup là, la rétroaction qu'on peut donner après ça là, aux étudiants. Fait que c'est très prometteur, là, cette technologie-là. Il faut juste trouver une façon, puis c'est pas par manque de fonds, là, j'en aurais des fonds, là, tu sais, c'est juste que je ne sont pas capables de me les donner à cause qu'ils sont pognés dans leur règlement, là. Fait que c'est un peu ça le problème. J'ai été approché par un groupe de recherche en musique. Mais je trouve ça super intéressant, là. Fait qu'on est en discussion ensemble pour voir comment ils pourraient amener leur rapport là-dedans puis l'utiliser comme outil parce que vous avez vu que l'environnement sonore est super important, là, contribue beaucoup à l'aspect immersif du simulateur. Fait que il y a toutes sortes de monde là, qui s'intéressent à ça. Puis je pense que ça va. Je pense qu'on va être capable de produire des choses intéressantes pour nos étudiants, même si on va vivre je sais pas, des années qui ne seront pas très fastes là, en pédagogie, là. En tout cas, on aura l'occasion de s'en reparler, mais si vous avez des idées de collaboration ou de l'intérêt là, pour qu'on s'associe, là, moi, je suis là-dedans. Je suis très partant si c'est des technologies qui vous interpellent. Ben, c'est clair qu'on vit la même réalité ici de manque d'investissement là, dans le domaine. Là. Ça fait que c'est sûr qu'on comprend ça. J'ai rencontré Pierre Guérette là, de Sherbrooke. Là, je ne sais pas si vous devez le connaître. Là, tu sais, on Ouais, a Pierre m'a dit présenté. ça, il m'a dit François Raté, il faudrait que tu y parles encore.
On Fait va que laisser la parole aux autres, mais on se reparlera. ouais, je pense qu'on s'en va vers ça. Est-ce On qu'il y avait d'autres a, questions, madame? oh, oui, on a une question en fait dans les commentaires. Pensez-vous que cette méthode pourrait être utilisée pour d'autres cours de formation dans le secteur médical, par exemple pour les infirmières, paramédicaux, pharmaciens, etc.? Certainement. Ben, Lucar a développé un simulateur là, de soins intensifs pour les infirmières. Là. Eux autres sont en avance là, sur tout le monde là, au Québec. Là. Ils font de la réalité virtuelle depuis 2017. Là. Leur simulateur il est vraiment, vraiment poussé et super intéressant. Il évalue pas nécessairement tous les mêmes aspects que moi qui m'intéressent. Là. Moi, je trouve que la force là, vraiment là, de cette technologie-là, c'est vraiment là, pour évaluer amener la personne en immersion, mais aussi travailler son raisonnement et sa prise de décision. C'est vraiment pour moi là qui est la qualité principale de ça. Fait que eux autres, ils arrivent quand même à le faire assez bien. Ça s'applique à toutes les sciences de la santé. Le projet en audiologie était super intéressant, mais eux autres n'ont pas eu leur fonds là, pour débuter. Là. Eux autres, leur enjeu, c'est qu'ils ont plusieurs appareils d'audiologie là, qu'il faut que leurs apprenants là, connaissent là, quand ils vont s'en aller en pratique. Puis à l'Université Laval, ils ont juste un équipement. Donc, leurs étudiants ne sont pas exposés aux deux autres équipements, puis c'est un besoin qu'ils ont, là, tu sais. Puis la réalité virtuelle aurait pu vraiment être un outil intéressant pour eux autres pour développer leur habileté à travailler avec d'autres appareils, là, ça les aurait aidés. Fait que faut juste voir c'est quoi votre objectif, puis est-ce que la réalité virtuelle est la meilleure modalité là, pour l'utiliser. Tu sais, ça peut être bien sexy, là, mais ça se peut que ça ne s'applique pas du tout à vous. Là. Moi, actuellement, là, apprendre l'anatomie là, avec la réalité virtuelle, là, j'ai vu quelques simulateurs, là, c'est pas vargeux, là, c'est pas meilleur qu'un livre. Là. Fait que je trouve que ça vaut pas vraiment la peine d'investir pour cet objectif-là. De ce que moi j'ai vu, là, j'ai vu un exemple de simulateur en neurochirurgie qui était quand même intéressant. Là. Je trouve que au niveau technique, c'est pas encore au point, mais eux autres, ils ont réussi quand même à aller assez loin là, tu sais, dans leurs apprentissages, là, tu sais, dans le développement d'un simulateur pour évaluer là, ou développer là, les habiletés techniques. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'y croyais pas beaucoup. Puis là, depuis quelques jours, j'y crois un peu plus là, qu'on s'en va vers ça. Merci. J'ai quelques autres questions finalement. J'ai une autre question qui demande, est-ce que le simulateur est facile à comprendre ou faut-il une période d'essai ou la lecture d'un guide d'utilisateur avant que les étudiants l'utilisent? Moi, je donne un petit briefing aux étudiants avant, là. Je leur montre la manette, puis comment ils peuvent se déplacer ou saisir les objets. Puis après ça, ben, ils peuvent tout de suite aller dans le simulateur. Une fois qu'ils ont passé à travers le premier cas, ils sont complètement autonomes dans le simulateur. Là. Moi, je fais juste me rendre quand ils ont besoin de nous autres pour notre expertise. Il faut rester autour un peu. Là. Je vous ai pas montré à quoi ça peut ressembler un déploiement, là, mais moi, j'ai 22 casques de réalité virtuelle, puis à peu près une vingtaine d'utilisateurs là, tu sais, en même temps, simultanément. Je fais des vagues de 20, si on veut. Là. Puis, je recrute là, comme deux, trois étudiants un peu plus avancés pour répondre aux questions, là, rentrer dans la tête des étudiants là, pour voir leur cheminement, là, comment ils cheminent, puis répondre à leurs questions comme plus d'expertise, si on veut. J'ai quelques personnes qui sont là pour les peu de bugs techniques qu'on peut avoir. Là. Il y en a à peu près pas. En fait, là, c'est souvent des étudiants qui sont sortis, par exemple, de les limites là, parce qu'on trace comme une limitation là, de 2 mètres là, autour des. Ils ont un X, puis ils ont comme 2 mètres pour se promener autour, puis pour éviter qu'ils entrent en collision un avec l'autre ou qu'ils se ramassent à ausculter le mur. Là. Donc, faut rester quand même autour pour assurer la sécurité. C'est moins vrai avec la Quest 3, là, où tu vois un peu mieux là, les contours. Là, mais donc, c'est ça que ça. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Là, c'est très, très facile d'utilisation. Là. En tout cas, ce qu'on a développé, là, c'est simple, 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 simple. Puis j'ai une Vous autre pogneriez question ça tout de suite. qui, Là. Je vous mettrai tout de suite dedans. Là. J'aurais à peine un peu de coaching à faire pour vous déplacer, c'est tout. Là. en fait, il y a une question qui se rapporte peut-être à ça aussi. Euh, si ça pourrait se faire à la maison, est-ce que la nécessité du laboratoire, c'est uniquement pour le CAS ou est-ce que ça a été exploré, cette idée-là de le faire à distance?
Ben, ça pourrait, là, mais c'est la gestion du matériel. Là. Tu sais, on ne fera pas acheter un casque de réalité virtuelle à nos étudiants. C'est quand même assez coûteux. Là. Ça coûte 800 $ à peu près, là, un casque. Tu sais, une Quest 3, là. Fait que c'est. Puis, ben, c'est l'intérêt aussi, tu sais, on n'est pas les plus techno non plus en médecine. Là. Les filles en médecine, c'est pas toutes des gamers. Là. Il y en a pas beaucoup, en fait. Là. Fait que moi, je pense que ça, en tout cas, ça dépend du niveau, là, puis ça dépend de la clientèle en question. Là. Euh, Moi, ce que ça me demande, c'est un grand local. OK? Puis un grand local vide, OK? Pas de chaise, pas de table. Tout ce que j'ai besoin, c'est une civière en cas de vagale, là, c'est tout. Puis même quand il y a des petites réactions vagales, là, les autres utilisateurs s'en rendent même pas compte parce qu'ils sont tous en immersion, là, puis ils n'entendent plus rien, ils sont complètement investis là, dans le simulateur. Là, ça en est comique. Là. Tu peux perdre ta connaissance, te ramasser sur la table d'examen avec la serviette d'eau froide d'en face, puis, mais je vous rassure, là, c'est pas arrivé beaucoup. Mais c'est une modalité que je verrais moins pour faire de l'évaluation sommative, mettre des étudiants, là, les évaluer là, comme tel là-dedans, là, avec un stress d'évaluation. Je pense qu'on décuplerait là, les malaises. Là, faudrait le voir un peu plus comme travailler le raisonnement, exposer à des situations cliniques là, plus rares, là, tu sais, chez des étudiants peut-être un peu plus avancés pour qu'ils complètent leur curriculum là, d'exposition. Ça pourrait être des applications intéressantes. Le multijoueur, ben, la collaboration interprofessionnelle, ben, ça peut se faire aussi, là, mais c'est juste que moi, je travaille avec des grosses cohortes. Là. J'ai déjà fait des projets de collaboration, puis mettre des grosses cohortes en collaboration, c'est pas facile. Donc, la collaboration interprofessionnelle, ça se développe un peu plus dans l'intimité. Là. Je sais ça, 200 étudiants en médecine avec 200 étudiants en sciences infirmières, c'est pas toujours facile. As-tu d'autres questions? J'en ai peut-être une dernière, puis après ça, je propose peut-être que vous pourriez laisser votre adresse courriel, vos coordonnées peut-être Ah dans le oui? chat. Ah Et oui? comme ça, si les gens ont des questions plus tard ou tu sais, ils veulent vous contacter pour une collaboration ou autre, qui auront accès à ça. Donc, peut-être une dernière question. Si l'objectif principal est le raisonnement clinique, est-ce qu'un Oui. simulateur sans réalité virtuelle, genre 2D, avec les patients qui répondent en vidéo 2D, avec les mêmes questions-réponses, pourrait donner des aussi bons résultats? Ben, c'est ce qu'on est en train de développer là, avec ce que je suis en train de développer avec mon étudiant en médecine. Là, on entraîne un, un- un LLM là, en réalité virtuelle. Donc, ça va être, c'est très facile à faire, là, tu sais, reproduire des scénarios puis amener l'étudiant en démarche de raisonnement. Donc, oui, c'est très valable, là. C'est juste que tu n'as pas le même niveau d'immersion, là, c'est tout. Tu n'es pas dans l'environnement de travail, mais tu peux très, très bien développer ton raisonnement, là, raisonner des cas cliniques en 2D, puis ça peut répondre très, très bien à plusieurs objectifs. Là. C'est juste un peu moins immersif. Là. Puis il y a l'aspect examen physique qui est peut-être un- un- ouais, c'est ça. Donc, c'est juste un peu moins dynamique, mais ça peut très bien se faire là, sans aucun problème. Puis on s'en va vers ça aussi, là, parce que de la réalité virtuelle, c'est time consuming. Puis ça se fait en présentiel. C'est virtuel, mais ça se fait en présentiel. Faut que tu aies un setup, là. Ça demande de la logistique. Ça dépend de ton objectif, dans le fond. Fait que si ça vous tente de m'inviter à Moncton, m'aller vous montrer comment ça marche, là, il n'y a pas de problème, puis je vous le ferai essayer. Écoutez, merci beaucoup, Dr. Raté. Je pense que c'est super intéressant. Je pense qu'on pourrait continuer à en jaser pour l'après-midi. Mais bon, on va fermer la session, puis c'est ça, je vous invite à communiquer avec le docteur Raté si vous avez d'autres questions par la suite. Puis merci encore une fois à tout le monde de nous joindre aujourd'hui pour notre conférence. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Je suis désolé, Julie, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé.